Donc, re-bienvenue à tout le monde. Le thème de l'atelier, c'est démocratie profonde, de quoi avons-nous besoin pour vivre avec? Et on va aborder notamment les thèmes de l'intégration des voix minoritaires dans le collectif et la communication en général au sein des groupes. Et donc, moi, je vais être juste votre facilitatrice pour essayer d'animer les échanges et de nous orienter pendant cet atelier d'1 heure. Et Olivier, notre intervenant, du coup, est-ce que tu veux te présenter, Olivier, en 1 minute, Oui, s'il te plaît? très rapidement, depuis bientôt 40 ans sur Terre, j'ai fait des études d'ingénieur agronome et puis un complément en création et gestion de projets innovants. C'est dans ce contexte-là que j'ai découvert un peu les notions d'intelligence collective, de faire ensemble et que à côté du résultat, il y avait le processus. J'ai eu la chance de croiser la route de Myrna Lewis, une personne d'Afrique du Sud qui transmettait la démocratie profonde. Et on doit être une dizaine, un des francophones, je l'ai appris en anglais, mais qui contribue du coup à sa diffusion en francophonie. Euh, la démocratie profonde est un peu partout dans le monde. Et donc, qu'est-ce qui m'amène à être là aujourd'hui? Ben, c'est que j'ai trouvé dans cette méthodologie une attention et des processus pour intégrer les voix minoritaires et aller au-delà d'une démocratie classique qui s'arrêterait à avoir une majorité. Voilà, c'est mon métier depuis 2013. Merci beaucoup, Olivier. Et du coup, je vous propose de commencer l'atelier sans plus tarder, puisque l'idée, c'est que ce soit interactif, pardon, et qu'on base nos échanges en partant de vous. Et du coup, je vais vous proposer de vous envoyer en sous-groupe de 3 pour une première pour un petit brainstorming entre nous, une petite tempête de cerveau sur cette question que vous voyez affichée. À quoi pensez-vous quand on vous demande ce qui est difficile en démocratie dans vos collectifs et notamment l'intégration des voix minoritaires? Donc, ce que je vous propose de faire, je vous fais une petite démo. Voilà. Donc, si vous cliquez sur le lien qui est dans le chat, vous pouvez rejoindre ce Jamboard et ensuite, vous pouvez contribuer en mettant des post-it, donc simplement en cliquant sur la barre à gauche, sur la petite case qui affiche Pense bête. Et voilà, ça vous crée un post-it et vous pouvez écrire vos réponses. Donc, ce que je vous propose, c'est de le faire à 3. Comme ça, si certains d'entre vous n'ont pas accès à ce Jamboard, vous pourrez vous entraider en plus. Et c'est pas magnifique. Donc, je vais arrêter le partage et je vais vous envoyer en petite salle de ce groupe. Donc, on Tu met disais que tu avais capture. laissé le lien dans le chat? Oui, je peux le remettre peut-être si tu es Ouais, arrivé un petit peu Ouais, après. Des ouais, fois, ça ne te l'affiche pas. Voilà, je le remets. merci. Hop. Et du coup, je nous envoie en petite salle. Donc, je vais vous laisser peut-être 5-6 minutes dans les salles. Profitez-en pour vous dire bonjour et comment ça va et qui vous êtes. Et de brainstormer autour de cette question. Alors, 14, je vais nous mettre peut-être si j'ai une 6 salles. Ok, c'est parti. Hum. Ah, c'est bizarre Bienvenue de à se faire toutes et couper à comme ça. toutes. Allez, Ah, j'enregistre. J'envoie. alors, est-ce que ça va? Est-ce que les 5 minutes se sont terminées de façon Brutal. un peu violente? Désolée. Question que deux. Je ne sais pas si c'était voulu ou pas. Alors, moi, j'avais mis 5 minutes. Normalement, vous aviez le petit timer en haut. Il faudra peut-être faire attention pour les prochains échanges. Vous avez le temps qui reste en haut, comme ça, vous n'êtes pas Ah, surpris. ça me va, ça. Et normalement, quand ça termine, vous avez un décompte qui s'affiche de 1 minute ou quelque chose comme ça. Est-ce que vous avez eu ça? Oui. OK. Ah, donc, pas tout le monde ne l'a eu, mais OK. Ici. Je Attends. ferai attention à bien vous le remettre pour la suite. Ok, merci beaucoup. Bon, de toute façon, c'était le but d'un brainstorming, c'est que ce soit assez rapide pour que ce soit vraiment les premières idées qui viennent sans forcément trop de réflexion. Et du coup, je vais partager mon écran et on va aller voir ce que vous avez mis. Hop là. Alors, je vous propose de survoler un peu vos contenus pour voir ce qui revient et ensuite Olivier nous fera un petit commentaire de ces retours.
Alors, à quoi pensez-vous quand on vous demande ce qui est difficile en démocratie dans vos collectifs et notamment l'intégration des voix minoritaires? Alors, on voit qu'il y avait pas mal de choses autour d'être écouté, partagé, être compris sur des situations personnelles. Apporter de l'équité, donner les moyens à chacun de participer, s'adapter aux valeurs, la culture, les spécificités de chacun, les différents niveaux d'information, ce qui fait du collectif n'est pas toujours bien défini. Ouais. On revient aussi sur la notion de culture, peut-être de culture commune. Vacataire, absente du CSE, difficile à regrouper, voire syndiquer. OK. Déni des inégalités transformé en différence. Ouais. Quelle place c'est laissé au... Enfin, quelle nuance entre différence, inégalité de pouvoir, notamment. PFH, le facteur humain, transformation personnelle, transformation sociétale, adapter le temps dont les personnes ont besoin pour être écoutées. Eh ouais. Comment sortir du stade du dialogue où on n'avance plus, on ne s'entend pas et aucun compromis ne se dégage. Ouais. Comment avoir des échanges aussi efficaces? Voilà un peu. Mobilisation adaptée à chacun. Donc il y a pas mal de cette question autour d'adapter en fait la communication à chaque personne et en même temps comment jouer sur les différences de pouvoir, les différences tout court, adapter l'espace de communication et en même temps avoir des échanges efficaces. Est-ce que tu veux rebondir, Olivier, sur ça? Oui, je saurais parce qu'il y a une part de moi, mais depuis que je fais de la démocratie profonde, je parle aussi en part de moi. Je vois un parlement intérieur avec différentes voix intérieures, dont des voix plus minoritaires. Il y a une part de moi minoritaire qui a envie de s'enfuir en courant. Ce sont des questions, comment dire, importantes et je ne voudrais pas vous emmener sur... Enfin, je veux être sûr de vous emmener sur la bonne voie. Disons que ce qui ressort dans ce que je transmets et ce que j'ai appris de démocratie profonde, c'est que ça vient des Mindel, Arnold Mindel et son épouse Amy. Il y a des dimensions de jeu de pouvoir inhérentes au groupe, peu importe les individus. La théorie de démocratie profonde va suggérer que les rôles se redistribuent à chaque fois qu'on refait un nouveau groupe. Donc on prendrait les 10 timides de 10 groupes, ce serait quand même un groupe dans lequel il y a des gens pas si timides que ça. Et donc, à côté de cette distribution de rôles, il y a du coup cette dynamique de rang qui s'installe avec des jeux de pouvoir. Et pour moi, la bonne gouvernance, et ce qu'on propose dans la démocratie profonde, c'est de effectivement non pas prétendre qu'il n'y a pas de différence, mais mettre en place des mécanismes qui font que même s'il y en a qu'on a tendance à écouter plus par leur statut ou par leur capacité à parler, ben, par exemple, on va faire des tours de parole plus systématiques, on va varier les modes d'expression, et je rejoins ça, Bruno, si je ne me trompe pas, enfin, qui disait tantôt, il n'y a pas un modèle, mais le groupe doit expérimenter comment il peut créer différentes manières d'accéder au chapitre, entre guillemets, que chacun ait voix au chapitre, mais pas uniquement justement dans l'interaction verbale, peut-être par écrit, peut-être à l'avance, en asynchrone. Euh, voilà ce qui me venait en première réaction. Est-ce que tu veux me relancer sur autre? Ben, Merci. Ouais. Non, bah écoute, pour l'instant, enfin, c'est Marco du coup. Mhm. Eh ben, je propose qu'on en reste là pour l'instant sur sur cette première chose. Sauf si je vois à ta Il y a, tête qu'il y a quelque chose qui t'est venu. ouais, Vas-y. il y a une mini-chose tout à fait, une mini-chose, enfin, à l'université du nous, on parle beaucoup du genou, enfin, de l'humilité, mais il y a l'idée que le nous est un super accélérateur de développement personnel et en même temps, de ne pas dire le développement personnel est un prérequis, parce qu'il ne faudrait pas que chacun aille faire son développement personnel en chambre, mais vraiment voir le collectif avec ses différents niveaux d'information. Alors, ça me fait penser au fait qu'en démocratie profonde, on transpose l'iceberg et on dit en fait n'est utilisable par le groupe que ce qui est connu de tous, la petite partie en haut de l'iceberg. Et puis il y a tout ce qui est inconnu de certains. Et donc, toujours est-il que le développement personnel, c'est de créer des conditions où, dans le collectif, les individus peuvent se révéler des parts d'eux-mêmes. On ne fait pas ça en chambre, mais on fait ça tous ensemble. Et donc, je crois effectivement qu'il y a une sorte de pratique et de dynamique pour que la démocratie fonctionne bien, voire un peu plus que la démocratie. On va y revenir. Voilà. Ok. Merci Olivier.
Alors du coup, là, c'était vraiment juste une petite question pour vous mettre un peu dans le bain de cet atelier-là sur le thème. On a prévu du coup deux grandes questions à vous poser en sous-groupe et ensuite une petite expérience qu'on vous proposera de faire s'il nous reste assez de temps. Du coup, je vais vous partager mon écran pour afficher la première question euh, pour que vous voyez un peu où est-ce qu'on va. Alors du coup, la première question, ça va être dans votre vécu des échanges de groupe, est-ce que tout le monde est écouté de la même manière? Et donc là, plutôt que de répondre simplement oui, non, bien sûr, ça va être l'idée de creuser, c'est-à-dire que si c'est oui, bah, quelle explication? Si c'est non, quelle explication vous avez à cela? Est-ce que c'est en lien avec la culture, les valeurs du groupe, etc. Qu'est-ce qui pourrait être mis en place? Donc voilà pour cette première question et on va vous laisser un délai d'une dizaine de minutes pour réfléchir en sous-groupe sur cette question-là. Vous pourrez, comme tout à l'heure, rajouter les post-it au fur et à mesure de la conversation. Et puis ensuite, on fera un temps de retour en plénière avec Olivier qui complétera. On pourra recueillir vos questions à ce moment-là aussi. Et puis, on repartira ensemble sur une autre question par la suite qui sera autour des bonnes pratiques de la communication en groupe. Voilà, je vais arrêter le partage ici pour vous mettre Je, en petit groupe. je peux lancer les salles parce que j'ai réorganisé du coup Ah bah en super. 3 groupes. Parfait, merci, merci Voilà. Olivier. Est-ce que c'est OK pour tout le monde? Faites-moi un petit pouce en l'air si ça vous va. Super. Eh bien, à tout à l'heure. Bonne discussion. Voilà. Et ben donc, soyez attentifs au compte à Ouais, rebours. Voilà. qui s'affiche en haut à droite. Eh bien, bien revenu tout le monde. J'espère que vos échanges ont été fructueux. Et je vois sur le chat que sur le Jamboard que ça a bien travaillé. Donc, je vous propose hop, de partager mon écran pour qu'on puisse survoler ça tous ensemble. Et puis ensuite, je proposerai à Olivier de commenter, de compléter peut-être ce qui a été dit. Alors, donc j'avais déjà regardé un petit peu ce que vous aviez mis. Il y a beaucoup de choses qui revenaient autour de la hiérarchie. Et donc on n'écoute pas tout le monde de la même façon en fonction de sa position hiérarchique dans le groupe, qu'elle soit déterminée par rapport à un capital social et économique, qu'elle soit déterminée par rapport à un statut social ou à comment dire, un type de contrat de travail, CDI, CDD, temps plein, temps partiel. On n'a pas parlé des intérimaires, mais clairement, ils n'ont pas non plus forcément les mêmes voix dans les groupes de travail, en tout cas. Il y avait pas mal de choses autour du genre. Effectivement, hommes-femmes, on n'écoute pas de la même façon, enfin, ne sont pas écoutés de la même façon. Euh, ok, on avait d'autres choses aussi autour du fait enfin, autour des critères de l'âge, par exemple. Donc pareil, on n'écoute pas forcément les vieux, les jeunes de la même façon. Autour du temps de parole. Donc quelqu'un qui parle pendant 2 minutes, je l'écoute pas de la même façon que quelqu'un qui parle pendant 10 minutes. Donc autour de la concision peut-être de l'échange, effectivement. Ressenti, donc quand la jante féminine est très en réaction par rapport au machisme, la parole ne tourne pas comme elle devrait tourner parce que je suis un homme et plus âgé. Ok, est-ce que c'est un ressenti? Oui, c'est un ressenti Mhm. d'un homme quand tu es en minorité dans un groupe de femmes, peut-être. Mhm. Donc, au-delà des différences de genre systémiques, il y a aussi la configuration du groupe et qui se retrouve en quelle minorité, peut-être dans le groupe dit, dans lequel les échanges ont lieu. Endurance, alors je ne suis pas très sûre de ce que ça veut dire exactement, mais ouais. Ce à quoi on l'associe chez nous en Belgique, c'est que ceux qui ont le plus d'endurance et certaines de nos négociations au gouvernement peuvent terminer très tard dans la nuit, voire tôt le matin, Ah oui, je suis d'accord. ont tendance à plus décider. Oui. Ok, ça marche. Mhm. Ceux qui peuvent tenir les échanges pendant longtemps et rester concentrés. Ok.
Ok, donc pareil, disposition salariée, bénévole, permanent, vacataire, donc un peu pareil que pour les CDI, CDD. Expression des émotions, pleurer fort, serrer les dents ou quelle écoute en fonction de l'expression de l'émotion, effectivement. Maturité des groupes. Et il y avait pas mal de choses qui revenaient autour du cadre, des outils, des règles de groupe, des outils de régulation, en fait. Voilà, le fait de parler avec aplomb ou non, effectivement. Alors, qu'est-ce qui me Hmm. manque? Voilà. Donc, voilà à peu près le survol qu'on peut faire de ce que vous nous avez dit en groupe. Est-ce que, Olivier, tu veux rebondir sur ça? Oui, tout à fait. Je vais partager mon écran, mais disons qu'on illustre assez bien. Je ne sais pas si mon écran s'est affiché du coup. Ouais, c'est bon. Euh, alors, oups. Dans une version plus littéraire, enfin linéaire, en démocratie profonde, on a listé, à un moment on avait appelé ça le bingo ranking, toute une série de dimensions qui induisent du rang. Alors comprenez-moi bien, je ne dis pas que ce rang est souhaitable, euh, mais par contre c'est ce qu'on observe comme une tendance naturelle, que effectivement on va écouter plus ou moins en fonction. Et cette notion ou cette dimension de rang, elle est subjective. On aura tendance à écouter peut-être plus ceux qui Oui, sont dans, Ah, ah, qui sont dans pardon. la même catégorie que nous. Donc, par des phénomènes possiblement de solidarité ou de ressemblance. Mais donc, une première chose qu'on avait envie d'attirer comme attention dans ces questions d'écoute, c'est qu'effectivement, ce qu'on observe avec la roue des privilèges, c'est que les gens qui ont des privilèges et qui ont un statut, que ce soit d'être propriétaire, d'être de couleur de peau blanche ou autre, ont tendance à ne pas réaliser tout ce que les moins privilégiés, voire les discriminés, subissent. Leur rang est un peu une sorte de drogue qui les rend insensibles à la souffrance des autres. Alors, il y a toute une série de mouvements qui visent à mettre de la conscience là-dessus, mais je pense qu'il est important de, comment dire, dans cette conscience, y mettre la dimension, je ne vais pas dire qu'on va contre la nature, mais on va contre une tendance qui est fort établie, et donc ça va demander des efforts. Il ne faut pas croire que ça se fera tout seul. Ça, c'était une première chose qui me venait. Euh, voilà. Euh, je me dis gardons du temps pour la suite, parce que si je ne me trompe pas, la deuxième question, on va vous remélanger dans d'autres groupes, mais c'est un petit peu, est-ce qu'il y a des bonnes pratiques de vos côtés Ouais. ou en amener nous-mêmes, et j'aurais pas envie de tomber dans tout de suite les réponses à la deuxième Ouais. question. Ça marche. Merci Olivier. Est-ce que vous avez déjà des questions à adresser à Olivier? Donc peut-être pas des questions sur quels outils on peut mettre en place, parce que ça c'est la Ouais, prochaine, mais plutôt j'imagine. sur d'autres enfin, voilà, d'autres formes ou des questions sur la place des voix minoritaires que vous avez observées dans vos groupes, dans vos expériences. Peut-être qu'il y aura encore une troisième fois. Il me vient à nouveau sur le coup, mais ça vous donne le temps du coup d'écrire dans le chat. Une autre chose sur laquelle, avec différentes personnes, on va travailler, c'est l'observation que les voix minoritaires, si elles n'ont pas le privilège, la capacité, et certains l'ont écrit, à s'exprimer de manière posée, concise, si elles n'ont pas une certaine maîtrise oratoire, elles peuvent être discriminées pour ça aussi. Et Arnold Mindel, dans Sitting in the Fire, dit le facilitateur, il doit apprendre à pouvoir recevoir le message d'une personne qui le dit en hurlant ou en pleurant, et entre guillemets faire la part des choses entre l'intensité de l'émotion du porteur de message, qui possiblement à l'intérieur vit quelque chose de très fort, et le contenu du message. Et on est dans une société où, alors, tout en l'appréciant beaucoup, ben, la communication non violente, par exemple, pourrait amener toute une série de groupes à discriminer les gens qui n'arrivent pas à quitter le mode de langage chacal. Et pour ce que j'en sais, la communication non violente ne dit pas si tu parles en chacal, on t'écoute pas. Elle invite à parler autrement et mieux, mais elle reconnaît aussi qu'il y a des situations dans lesquelles on est en telle détresse que le langage chacal est la seule chose qu'on peut utiliser, et que, en tout cas en démocratie profonde, on croit très fort au fait que les écoutants peuvent s'équiper de boucliers, comment dire, dans les accords Toltec, on a ne prend pas les choses personnellement, par exemple.
Et donc, faire en sorte que des propos puissent être dits d'une manière qui n'est pas adéquate et entendus sur le fond, sans être discriminés par la forme. Je ne sais pas s'il y a des questions dans le chat, sinon Ouais, je vois j'aperçois Lorenzo Lorenzo. qui est... Ouais. Oui, je voudrais revenir sur la roue des privilèges. Mhm. J'ai eu l'occasion d'y participer dans le cadre du forum de ZEG. Je ne sais pas si vous connaissez. Enfin, on pourra en reparler à l'occasion. Et en fait, il faut être très prudent également quant à l'utilisation, quand on l'utilise dans l'espace. Il faut être prudent, dirais-je. Il y a une certaine façon de l'utiliser. C'est très pertinent et en même temps, quelquefois, ça fait des effets inattendus, on va dire contradictoires. Voilà. Je voulais juste pointer cette dimension. Comme tu parles justement, et à juste titre, comment la communication non violente peut être détournée, c'est à cet endroit-là où il faut faire attention. Mhm. Voilà, c'est tout. Mhm. Merci. J'ai, avec le décalage de 10 minutes, perdu la notion du temps de quand on recommence quoi, mais Anne, il nous reste combien de temps? Il nous reste 20, une trentaine de minutes encore. Au total, hein. Oui, Ouais, au oui, total. ok. Mais il me vient de glisser que Audrey Giquel, qui intervenait ce matin, me racontait que dans son habitat groupé, à un moment, ils se sont surpris ils accueillaient un migrant qui, à un moment, rentre dans un témoignage sur son vécu et puis, pris dans l'intensité de son vécu, vient en parler de manière pleine d'émotions qui déborde de lui, qui affecte les autres. Et certains dans le groupe lui ont demandé de, entre guillemets, revoir ses émotions un peu à la baisse, ne voulant pas être affecté par une telle intensité. Et elle disait, c'est là que je me suis rendu compte de la violence de la soi-dite bienveillance qui invite à chacun à parler policé. Euh, il y a vraiment des voix minoritaires qu'on n'entend pas parce qu'on les discrédite quand elles deviennent trop émotionnelles, quoi. Euh, voilà. Euh, après, je rejoins Lorenzo sur le fait que tous les outils peuvent être détournés. Et, j'en appelle à chacun à observer ses ombres ou questionner ses intentions. Ouais. Merci Olivier. Ouais, la question de l'intention qui est aussi centrale en communication non violente revient au devant de l'utilisation de ces outils, quoi. De toutes sortes d'outils. Ok. Je vais vous proposer de passer à la prochaine question. Du coup, hop, elle est sur le bord, sur la prochaine slide du bord. Du coup, quelle bonne pratique avez-vous construite sur la communication dans vos propres groupes ou avez-vous entendu parler? Enfin voilà, ou imaginez, qu'est-ce qui, à votre avis, pourrait être des bonnes pratiques à mettre en place pour pouvoir intégrer de façon peut-être saine ces voix minoritaires dans le groupe? Du coup, on va se relancer en petit groupe de discussion. Ça va être reparti pour une dizaine de minutes, 10-12 minutes. Hop, Tu, tu les t'avais pas crées, tu fait? les mixtes? Non, non, j'avais pas Je vais fait. Mais recréer, ouais, voilà. Donc, Mhm. 3 salles, hop, recréer. Et c'est parti pour 11 minutes. Et je vais vous mettre, hop, 60 secondes de retour. C'est reparti, à tout de suite. Je remets l'enregistrement. J'espère que vos échanges se sont bien passés. Merci en tout cas pour les post-it et tout ça. J'ai vu qu'il y avait encore plein de choses. On va aller voir ça tout de suite. Hop là. Donc, il nous reste entre 15 et 20 minutes En, au total pour cet échange. en introduction, on disait quels sont Ouais. les outils qui permettent d'éviter que dans nos collectifs se rejouent les dominations systémiques sociétales, quoi. Parce que d'une certaine manière, c'est un peu ça que la première question amenait, c'est tiens, en fait, on pensait qu'on était un groupe avec tous les mêmes valeurs, et puis il y a quand même du sexisme dans notre groupe ou de l'agisme ou des choses comme ça. Du coup, je te laisse. Ouais, merci Olivier d'avoir remis ça. Et on avait aussi dit avec cette conscience que en fait, je vais subir ce système-là ou le reproduire, même si je ne suis pas d'accord avec, parce que j'ai pas choisi le système dans lequel je me suis construit et dont je fais partie. Et à partir du moment où j'ai pas de conscience dessus, c'est hyper compliqué de ne pas reproduire en fait ces discriminations un peu systémiques. Donc, c'est l'idée de la première question, d'aller voir quelles sont-elles et maintenant, d'aller voir comment on peut faire justement pour essayer
de redresser un peu ce système, d'influencer dessus. Alors, j'ai parcouru un peu les post-it, j'ai vu qu'il y avait pas mal de choses autour déjà d'attribuer des rôles. Donc, donner un rôle à un modérateur, de gérer le temps, enfin quelqu'un qui gère le temps, de vérifier qui prend le temps de dire quoi, etc. Avec des techniques comme par exemple donner un tour de table ou avoir quelqu'un qui enregistre la parole et la redistribue. Il y avait pas mal de choses autour aussi du silence ou introduire des temps de silence ou des temps de centrage à certains moments de la conversation. Instaurer au départ une petite météo émotionnelle, du coup, pour tenir compte de l'état émotionnel des personnes avant de lancer la discussion. On avait aussi pas mal de choses encore sur le temps en fait, qui est laissé à chacun. Donc, temps de réflexion individuelle pour poser des choses éventuellement sur papier avant de les dire à haute voix. Donc, pour éviter que seules les personnes à l'aise à l'oral ne participent. Il y avait pas mal de choses autour d'un cadre, de quelles règles on se donne et comment on fait tenir, comment on tient ces règles. Et au niveau des émotions, il y avait la météo, le centrage et peut-être même aussi d'autres espaces en fait spécifiques pour que les émotions puissent s'exprimer à des endroits peut-être plus cadrés. Euh, voilà pour ça. Et après, il y avait pas mal de techniques assez précises. Je vois forum de Zeg, cercle restauratif, pardon, démocratiser les coaching circles. Voilà. Le travail qui relie. Voilà, et puis un petit texte que nous a mis Amandine avec le Céci débat, enfin voilà, avec plein d'autres méthodes sur lesquelles on pourra revenir. Est-ce que déjà par rapport à ça, Olivier, tu veux rebondir? Et si on a le temps, je voudrais demander aux participants de préciser certaines des méthodes qu'ils ont mises. Vas-y, Olivier, on t'écoute. Oui, mais globalement, je me retrouve dans ce qui est dit là. Je me suis dit peut-être faire un pas de recul, ceci dit. Enfin, les outils sont bons et de super inspiration. Et je me disais juste, les participants se disent peut-être, mais pourquoi est-ce que cette question, pourquoi peux-tu vivre avec et l'apport spécifique de la démocratie profonde. Et donc, il me vient de rapidement dire qu'en démocratie profonde, donc avec le process work des Mindel, on s'est inspiré du modèle de physique quantique qui suggère qu'il n'y a pas des individus finis, définis, qui agissent les uns sur ou avec les autres. Il y aurait plutôt une espèce de champ énergétique dans lequel les individus sont des antennes et vont exprimer différents messages qui doivent se partager. Alors, une illustration pour ceux qui connaissent cet outil, on l'apprend dans de tout autre cadre aussi, mais c'est les chapeaux de Édouard de Bono. J'espère que la majeure partie d'entre vous les connaissent. En tout cas, Édouard de Bono se rendait compte qu'on peut regarder un projet selon les faits, les ressentis, de manière optimiste ou pessimiste, avec créativité ou en gérant plutôt du méta. Et que ces différents niveaux, sans les hiérarchiser, peuvent se télescoper si les gens n'ont pas conscience qu'ils regardent l'objet de manière différente. Un peu comme une autre image, les 6 aveugles qui attrapent un éléphant. Je vous invite à noter le titre si vous ne connaissez pas et vous trouverez sur Google aussi bien des images pour l'illustrer que des histoires. Mais évidemment, quand on parle d'un éléphant en ayant les yeux fermés et qu'on tient sa trompe ou son oreille, on ne pense pas tout à fait à la même chose. Et donc, toujours est-il que dans la démocratie profonde, avec cette théorie des rôles au sens de le rôle serait le message que je porte, chaque individu amène des messages différents et les minorités amènent souvent des messages que la majorité ne voit pas. Euh, et il me vient de dire, si on repose sur le modèle de physique quantique, qu'on croit aussi à une caractéristique qui est ce qu'on appelle la caractéristique des fractales. Donc, il se joue à l'échelle de la société des choses qui vont se jouer dans le groupe et qui vont se jouer même au sein même de l'individu. On a un courant, j'ai l'impression de tendre plein de perches, vous tirez sur les fils plus tard, mais qui s'appelle Internal Family System. Je parlais du Parlement et de moi qui parlais de une part de moi, une part de moi. Enfin, et donc, il y a cette idée que même au sein d'une seule personne, il peut y avoir différentes perspectives et de l'intérêt à faire du consentement. Et donc, pourquoi intégrer les voix minoritaires? Parce que ces voix minoritaires
parfois dans une culture positive, vont être l'avocat du diable, la personne qui attire l'attention sur des choses qui pourraient ne pas marcher, des choses que la majorité veut peut-être pas voir, mais des choses qui ont de la valeur, des choses qui sont à entendre, parce que dans la mise en œuvre, peut-être qu'une partie de ces minorités, qui ne sont pas nécessairement des minorités numériques, hein, ça peut être les employés face à un patron, ben, ils peuvent venir avec des nids de poules, différents éléments qui font que le beau projet de voiture que le patron se dit on n'a qu'à le mettre sur la route, ça va rouler, eh ben, il va se casser la gueule. Et donc, aller écouter les minorités, leur demander de quoi elles ont besoin pour vivre avec, c'est aller enrichir d'amendements sur des besoins, des conditions nécessaires euh, pour la bonne mise en œuvre de la décision. Et donc, je reprends, du coup, je reviens aux bonnes pratiques qui sont citées, hein, temps de parole et autres. Je pense qu'effectivement, chaque fois qu'il est possible d'avoir un temps solo, ça permet que chacun dans son fort intérieur ait peut-être dans le silence plus accès à différentes voix de lui-même et ne se retrouve pas pris dans le brouhaha collectif et puis dire ah oui, je suis d'accord avec la majorité. Non, qui puisse d'abord connecter sa propre originalité. Ensuite, il y a une phrase que j'aime beaucoup qui est est-ce que je suis en train d'écouter pour comprendre ou pour réagir? Et donc, se donner du temps pour vraiment comprendre ce que disent les autres, ne pas s'interrompre. Je vais essayer du coup de ne pas abuser du fait que vous ne m'interrompez pas. Et finalement, dans un de mes habitats groupés, enfin dans les deux en fait, on a décidé que tout ce qu'on décidait dans l'instant présent d'une réunion pouvait être remis en question pendant 7 jours pour se donner du temps pour dormir dessus. Parce que bah, peut-être que les gens comme moi qui sont très à l'aise en groupe, qui pensent en parlant et reformulent, ne s'en rendent pas compte, mais il y a toute une série de sagesse qui arrive à d'autres personnes, plus après une nuit de sommeil ou autre. Et on passe à côté de tout ça si on est toujours dans du tac au tac. Merci, Voilà. Olivier. Il y a cette idée d'intégrer ma propre voix minoritaire de moi-même à l'intérieur de mon individu, en plus de celle du collectif dans le groupe dans lequel je suis. Tout à fait. Ouais, ok. Parce que- Merci. Alors, du coup, il y a Amandine qui avait levé la main, qui s'est rabaissée, mais est-ce que tu as toujours une question à poser, Amandine? Ou quelque chose à dire? Bah, je suis pas sûre que ce soit très pertinent, mais je voulais juste demander si du coup on peut dire que les minorités parfois peuvent faire remonter des problèmes qui sont les conséquences des causes. Donc du coup, sans la voix des minorités, on pourrait pas avoir les retombées les causes de la grande cause, les conséquences de la grande cause qu'il faut traiter, quoi. Si d'une certaine manière, en écoutant les minorités, tu suggères qu'on va à la racine des problèmes, oui, je te rejoins assez bien sur le fait qu'elles mettent le doigt sur des choses Mm. euh, qui seront peut-être des évidences qu'on ne remet pas en question dans la majorité et qui devraient être déconstruites. Oui. C'est un peu ça Ouais, que... oui, oui, oui. Merci. Et il me vient de nommer que on a en démocratie profonde un outil plus de diagnostic qui s'appelle l'engrenage du terrorisme, qui suggère que les minorités, quand on les écoute pas au début dans un nouveau groupe, elles font quelques blagues. Et puis, si on les écoute toujours pas, enfin, et c'est pas une personne en particulier, s'il y a une dynamique de répression de certains avis impopulaires, peu importe qui, après les blagues, il y a des excuses, et puis petit à petit, on arrive à des grèves. Et puis, si les gens sont obligés de vivre ensemble et que les grèves n'ont pas suffi, eh ben, on a de la guerre civile ou du terrorisme. Moi, je ne crois pas que les Palestiniens, du jour au lendemain, ils ont accroché une ceinture de bombes autour de leur taille. Je pense qu'ils ont été aux tables de négociation pendant un long bout de temps et puis qu'ils n'ont pas été entendus sur plein de choses. Et donc, tout ça pour dire qu'une organisation qui croit au passage en force et seule on va plus vite, elle va se retrouver avec de plus en plus de résistance. Donc, écouter les voix minoritaires, c'est aussi en fait une condition nécessaire à une certaine efficacité. Ce n'est pas juste une éthique. Je pense que la meilleure manière de lever une objection, c'est de la comprendre et d'aller rencontrer le besoin qu'il y a derrière, quoi. Merci, Olivier. Du coup, il nous reste un peu moins de 10 minutes avant de rejoindre la plénière. J'ai envie de vous inviter à poser vos questions si vous en avez. Ok. Alors, si j'en vois pas, je vais proposer peut-être, sauf Olivier, si tu as encore eu une idée pendant qu'il y avait du silence. Je t'écoute, vas-y. Oui, ou Céline? Pardon, Céline, j'avais pas vu.
C'est pas vraiment une question, mais moi qui connais rien du tout à la démocratie profonde et qui a très envie de découvrir, suite en plus à tout ce qui est dit maintenant, est-ce qu'il y a un bouquin ou un endroit où aller voir un peu plus en détail concrètement? Euh, alors, j'aurais dû lister plus une biblio et on peut voir avec Anne. Donc, il se développe, il y a un livre sur la maison du process work, enfin, initiation au process work, introduction à la pratique du process work. Attendez, je vais arrêter. Au partage d'écran, j'ai mis les 3 prochaines formations que je fais. Il y en a une en avril et puis à Bordeaux avec l'école de la facilitation. Et Resultance Coaching me fait venir à Paris. On vient d'annuler la session de mars avec les grèves, mais donc voilà, ça c'était une première chose. Et sinon, là j'ai sous la main Introduction à la pratique du process work, donc qui est inspiré de Arnold Mindell, qui avait écrit Sitting in the Fire, et Maurice Bracher a écrit du coup en français la traduction S'asseoir au cœur du feu. Pour ce qui est démocratie profonde, emballé par Myrna Lewis, je ne connais pas beaucoup d'écrits et ça fait quelques années que je reporte de sortir une version francophone. Mais en anglais, Deep Democracy, il y a pas mal de choses. Je ne sais pas si Céline, ça t'aide. Si, je vais déjà regarder ces pistes-là. Merci. Voilà. Et Excellent. alors, Est-ce qu'il y avait d'autres questions ou remarques, rebondissements? Sinon, Olivier, tu peux continuer. j'ai perdu le chat si jamais, mais toujours est-il que, parce que le temps manquait, enfin, je pensais au 3e exercice où on ne va pas vous lancer dedans, mais une partie de la démocratie profonde amène aussi à considérer qu'une grande partie de nos interactions se font avec des enjeux de projection. En gros, on a des parts de soi qu'on ne veut pas voir, qui sont entre guillemets sous le niveau de conscience dans notre iceberg personnel. Et si on ne veut pas les voir et entre guillemets on les rejette, on a tendance à les projeter sur les autres deviennent des écrans et on a tendance à être en résistance par rapport à eux, et puis on va avoir un phénomène d'escalade symétrique. Et cependant, euh, si la personne avec qui on a des tensions n'est pas une personne avec qui on peut méta-communiquer et d'une certaine manière aller reconnaître ce qu'on retrouve, ben, on vous proposait un exercice un peu plus individuel, d'aller prendre conscience que peut-être dans d'autres contextes, quand les rôles sont distribués autrement, quand vous n'êtes pas en présence de cette personne qui joue ce rôle-là, mais que vous êtes peut-être non pas dans le milieu professionnel, mais en famille, ou je ne sais pas moi. Enfin bref, toujours est-il que peut-être avec certains amis, il y en a un qui vous agace, et puis peut-être avec un tout autre groupe d'amis, si vous êtes, j'ai envie de dire, honnête avec vous-même, vous vous rendrez compte que c'est vous qui prenez le rôle et qui jouez le jeu que vous reprochez à la personne. Et donc la démocratie profonde invite à se réapproprier différentes parts qu'on n'aime pas, à développer une sorte de compassion ou d'accueil de ce qui nous irrite et de comment on pourrait faire avec pour éviter des phénomènes de projection, voire de bouc émissaire qui nous donnent l'impression qu'il suffirait d'exclure des gens pour que ça aille mieux. En fait, les gens sont des messagers et s'ils sont exclus, les personnes, le message y reviendra autrement. Voilà. Euh, Ça, c'était avec Merci la beaucoup, notion du temps. Olivier. Ouais. Il nous Et il me reste vient 4 une minutes. micro-parenthèse, 4 minutes. Mm. J'ai vu beaucoup distribuer des rôles et autres. Et une suggestion que je fais, mais c'est peut-être lié à un biais. Comme nous, on a développé la théorie des rôles, qui est plutôt le rôle, c'est le message. On a tendance, quand on parle de distribuer des rôles, à plutôt parler de distribuer des mandats, le mandat d'animateur, le mandat de gardien du temps, pour insister sur le fait que mandat, ça veut dire une mission, là où le rôle, dans notre compréhension à nous, ce serait plutôt une manière de voir les choses ou une sensibilité par rapport. Enfin voilà, c'est un petit détail, mais Comme le fait d'être optimiste ou pessimiste plutôt que voilà, gardien du ça, temps. Ok. voilà, c'est ça. Ouais. Mm. Voilà. Ok. Merci beaucoup, Olivier.
Il nous reste 3 minutes, donc s'il y a une dernière question, c'est le moment. Et sinon, je vais proposer à Olivier de nous faire un petit mot de conclu, puis on ira tous, enfin, on pourra retourner en plénière pour 16h10 du coup. Est-ce qu'il y a des dernières remarques, questions, commentaires? Peut-être une question. C'est vrai que du coup, pareil, je connaissais pas la démocratie profonde. Pardon. Oui, Excusez-moi. Oui, c'est ça. Je confondais avec ce matin, démocratie ouverte. Et du coup, bon, j'entends qu'il y a plein de super choses pour permettre la divergence des points de vue, vraiment que ce soit assez complet. Est-ce qu'on a aussi dans cette approche peut-être de l'outillage sur comment converger? Moi, je pense à des situations où on a un sentiment que la minorité, c'est irréconciliable, des décisions à prendre. Je suis parfois dans ces situations où, oui, on s'entend, on s'écoute, on discute, et puis après, n'empêche qu'il y a quelque chose d'irréconciliable et même avec un processus de consentement, on n'y arrive pas. Et du coup, voilà, je me demandais s'il y avait aussi tout un travail sur la convergence dans cette approche. Il y a 3 éléments qui me viennent. La première, je ne l'ai pas partagé jusqu'à présent en formation, mais je me vois partager prochainement un texte des Fables de la Bedaine qui parle de comment le trou du cul est devenu roi et qui vise à dénoncer un peu la tyrannie des minorités. Donc c'est un texte que vous pourrez retrouver facilement, trou du cul, roi, et sur le corps qui décide quel organe est le chef. Donc il y a effectivement un vrai danger quand on fait un dogme de écouter à tout prix toutes les minorités, que certaines minorités n'aident pas le groupe à vraiment identifier quel est le besoin, mais utilisent ça pour imposer leur perspective. Nous, comment on converge en démocratie profonde, c'est qu'à un moment, on passe à un sondage. Avant, ils appelaient ça vote, mais j'appelle ça plutôt un sondage, pour cerner où est la majorité, dire où est-ce qu'on va aller, et puis dire aux autres, on n'ira plus de votre côté, mais on va écouter de quoi vous avez besoin pour aller avec. C'est un peu comme lever les objections. Et donc, si en sociocratie, vous avez utilisé du lever des objections et que ça coince quand même, euh, j'ai envie de dire qu'on ne fera pas beaucoup mieux. En tout cas, on peut arriver à une situation où on amplifie les deux polarités, on va voir la racine, la radicalité de chacun, et parfois on fait émerger des non-dits sur ce qui tient vraiment à cœur les gens, ce qui amène à des prises de conscience. Donc en ça, on a peut-être encore une corde à jouer de plus ou différente que la sociocratie. Mais à certains endroits, il m'est arrivé aussi dans des groupes à dire, OK, en fait, vos deux points de vue sont inconciliables. Maintenant, de quoi vous avez besoin pour vivre avec le fait que vous allez faire séparer? Parce qu'on peut aussi retourner les choses. En fait, il y a beaucoup de groupes qui pensent qu'il faut inévitablement être d'accord sur tout, mais on peut aussi travailler à se mettre d'accord sur, entre guillemets, sa séparation, quoi. Voilà, ce qui m'amène à mentionner rapidement qu'il y a 3 prérequis à rentrer dans ce qu'on appelle la dispute ou la chamaillerie, qui ressemble un peu au débat mouvant pour ce que j'en ai vu. C'est d'abord que tout le monde affirme la volonté de rester en relation, et on peut rester en relation tout en décidant de faire des projets différents. C'est ce que je souhaite à tous les ados qui quittent le nid familial, hein, c'est rester en relation, mais décider d'avoir un autre projet de lieu de vie, pas être à se séparer parce qu'on ne s'entend plus. La deuxième chose, c'est que les deux parties reconnaissent ne pas avoir le monopole de la vérité. Et ça, c'est compliqué, mais cette humilité, elle est indispensable pour rentrer dans un dialogue vrai. C'est que les deux se disent, j'ai des choses à apprendre. Enfin, en tout cas, je ne sais pas tout. Parce que la troisième, c'est on sortira de cette situation par le haut s'il y a des prises de conscience. Mais ce n'est pas quelqu'un qui se dit il faut que l'autre réalise ça. C'est individuellement qu'à un moment, on se rend compte que sa vision du monde, ses projections, étaient incomplètes. Et on arrive à faire une espèce de bascule dans l'iceberg, ce qui fait qu'on met à jour certaines parties de l'iceberg. Mais si je parle de bascule, c'est parce que je veux aussi attirer l'attention sur le fait que ce faisant, on va peut-être perdre de vue d'autres choses qu'il faudra faire revenir plus tard. L'intelligence collective, pour moi, c'est vraiment une pratique comme les gammes, comme les arts martiaux. Enfin, donc, et c'est quelque chose de dynamique. Et Jung disait, si vous avez de l'ombre avec une bougie et que vous prenez la bougie pour aller éclairer l'ombre, ce faisant, l'ombre va se déplacer. Donc, il y aura toujours de l'ombre, il y aura toujours des inconscients, mais c'est comment est-ce qu'on devient agile et qu'on met en mouvement. Donc, Merci voilà. Olivier. Et du coup, ce sera le mot de la fin parce qu'il est 16h11.
Donc, juste pour dire, il y a eu quelque chose dans le chat. Ouais, Peut-être j'ai que vu. tu peux mettre le titre du livre The sur la ressource Klaxoon Sitting in the de Joris. Fire. Comme ça, tout le monde l'aura. Et donc, merci Voilà. beaucoup à tous pour votre participation. On se retrouve en plénière. Désolée pour les 2 minutes Donc voilà. de Et, débordement.